Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La librairie ambulante de Christopher Morley. Chapitre 5. Très belle écoute à tous. Déconcerté, j'observais ce petit coquin à tantiner, ratatiner. Je découvrais une nouvelle facette de cet aimable idéaliste. Il y avait visiblement en lui, à côté de son doux amour des livres, un grain de diablerie intrépide. Je dois avouer qu'à ce moment-là, pour la première fois, je l'admirais. J'avais brûlé mes propres vaisseaux, on ne peut plus respectable, et ça me rassurait de savoir que lui aussi pouvait vivre crânement en cas de besoin. « Eh bien, lui dis-je, vous savez agir de sang-froid. Vous avez bien fait de ne pas rester instituteur. Vous auriez pu enseigner à vos élèves de belles diableries. Et à votre âge en plus. » Je crains de pousser parfois mes railleries un peu trop loin. Il rougit légèrement à l'évocation de son âge et tira une forte bouffée de sa pipe. « Comme vous y allez, répliqua-t-il. Quel âge pensez-vous que j'ai ? Eh bien, sur la tombe de Baron, je n'ai que 41 ans. Henri VIII n'avait lui aussi que 41 ans lorsqu'il épousa Anne Boleyn. L'histoire nous prouve que la vie offre beaucoup de réconfort aux personnes de plus de 40 ans. Ne l'oubliez pas quand cela vous arrivera. Shakespeare a écrit Le Roi Lear à 41 ans, ajouta-t-il avec humour, avant d'éclater de rire. J'aimerais publier une collection qui pourrait s'intituler Les classiques chloroformes et n'y inclure que des livres écrits après 40 ans. Qui diable est Estoubib, tordu au point de recommander d'anesthésier toute personne qui aurait dépassé cet âge? Mais n'est-ce pas la façon d'agir de tout le corps médical après tout? Les médecins et leurs infirmières nous permettent de survivre aux maladies de l'enfance. Mais dès que nous sommes en bonne santé, apaisés et heureux d'être enfin libérés de tous ces frais médicaux, ils ne se soucient plus du tout de nous. Par Jupiter, il faut que je note cela pour l'insérer dans mon livre. Il sortit un carnet et nota classique chloroforme d'une petite écriture soignée. « Eh bien, lui dis-je, je me sentais un peu coupable, car je regrettais de l'avoir offensé. Dans une certaine mesure, j'ai moi-même dépassé le cap des 40 ans, et la jeunesse ne me fait donc plus peur. » Il me regarda d'un air facétieux. « Ma chère mademoiselle, dit-il, votre âge est exactement de 18 ans. Je pense que si nous échappons aux griffes du sage de Redfield, vous pourrez vraiment commencer à vivre. »« Oh, Andrew n'est pas un mauvais bougre, répliquai-je. Il est distrait, colérique et un tantinet égoïste. Les éditeurs l'ont beaucoup trop gâté, mais pour un homme de lettres, je pense qu'il est resté tout ce qu'il y a de plus humain. Il m'a soustraite au métier de gouvernante, et c'est tout à son honneur. Si seulement il pouvait exprimer un brin de reconnaissance pour tous ces repas que je lui prépare. Le plus grotesque à son sujet, c'est qu'il sait vraiment écrire, me répondit Mifflin. Je l'envie. Ne lui dites pas que je l'ai dit, mais en fait, sa prose est presque aussi bonne que celle de Thoreau. Il aborde les faits avec autant de délicatesse qu'un chat traversant une route humide. « Vous devriez le voir quand il mange, pensai-je, ou plutôt je crus le penser, car les mots m'échappèrent. Je me surprenais à penser tout haut, ce qui était pour le moins déconcertant, alors que j'étais assise à côté de cet étrange petit individu. Il me regarda. Je remarquai pour la première fois que ses yeux étaient bleu ardoise, avec de drôles de rides en pattes d'oiseau au coin. « C'est vrai, dit-il, je n'y avais jamais pensé. Une belle prose présuppose sans doute de bien s'alimenter. Excellente remarque à propos de... » Et pourtant, Thoreau cuisinait ses propres repas, une sorte de boy scout en quelque sorte, qui aurait été promu chef cuisinier. Peut-être emportait-il du bacon fumé au hêtre avec lui dans les bois. Je me demande qui cuisinait pour Stevenson. Le brave Cummie, son recueil de poésie était en fait une sorte de jardin potager, n'est-ce pas ? Je crains que le problème de l'intendance ne vous ait pesé assez lourdement. Je suis heureux que vous en soyez éloigné.
Tout cela devenait pour moi assez complexe. Je l'écris tel que je m'en souviens, peut-être de manière imprécise. Mes années de gouvernante sont bien loin maintenant, et j'ai pour habitude de m'appuyer sur le bon sens plutôt que sur des allusions littéraires. Je lui ai sans doute répondu quelque chose dans ce style. « Le bon sens ?» répéta-t-il. « Mon Dieu, madame, le bon sens est la chose la plus rare au monde. Je n'en ai pas. Et d'après ce que vous dites de lui, je ne crois pas que votre frère en possède. En revanche, Bock, ici présent, en a. Voyez comme il parcourt la route, regarde le paysage et s'occupe de ses oignons. Je ne l'ai encore jamais vu se battre. J'aimerais pouvoir en dire autant de moi. Je lui ai donné le nom de Boccace, pour me souvenir de lire un jour le Décaméron. À en juger par votre façon de parler, dis-je, vous devez être vous-même un sacré écrivain. Les bavards n'écrivent jamais, ils ne font que parler. Il y eut un long silence. Mike Flynn ralluma sa pipe et observa le paysage d'un œil avisé. Je relâchai les rênes et Peg déambula d'un pas régulier. La librairie laissait échapper une musique grinçante, et le soleil du milieu de l'après-midi s'étendait généreusement sur la route. Nous passâmes devant une autre ferme, mais je ne suggérais pas de nous y arrêter, car j'estimais que nous devions aller de l'avant. Mifflin semblait perdu dans ses pensées, et je commençais à me demander, un peu inquiète, comment cette aventure allait finir. Ce petit homme, à la fois désuet et sûr de lui, était décidément déconcertant. De l'autre côté de la crête, je pouvais voir la flèche de l'église de Greenbriar briller d'un éclat blanc. « Connaissez-vous cette région ?» demandai-je enfin. « Ce coin-ci ? Non, pas vraiment. J'ai souvent été à Port-Vigor et j'ai parfois emprunté la route qui longe la côte. J'imagine que le village qu'on aperçoit est Greenbriar. »« Oui, répondis-je. Il y a environ une vingtaine de kilomètres entre Greenbriar et Port-Vigor. Comment comptez-vous rentrer à Brooklyn ?»« Brooklyn ?» dit-il, un peu dans le vague. « Ah oui, à l'instant je ne pensais plus du tout à Brooklyn. Je pensais à mon livre. J'imagine que je vais prendre le train à Port-Vigor. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais aller à Brooklyn sans passer par New York. Une question de symbole, à mon avis. » Il y eut de nouveau un long silence, et puis il lâcha. « Y a-t-il une autre ville entre Greenbriar et Port-Vigor ?»« Oui, Shelby, répondis-je, à environ 8 kilomètres de Greenbriar. Ce soir, vous n'irez pas plus loin. Je vous accompagne jusqu'à Shelby, puis je tracerai vers Port-Vigor. J'espère qu'il y a une bonne auberge à Shelby où vous pourrez passer la nuit. » Je l'espérais aussi, mais en cette fin d'après-midi, je ne souhaitais pas qu'il s'aperçoive que mon enthousiasme déclinait avec le soleil. Je me demandais ce que pensait Andrew et si Madame McNally avait bien tout laissé en ordre. Comme la plupart des Suédois, il fallait la surveiller, sinon elle n'accomplissait que les 3/4 de son travail. Et il ne fallait pas trop compter sur sa fille Rosie pour faire le ménage efficacement. Je me demandais quel genre de repas ces femmes serviraient à mon frère, et je craignais qu'il continue à porter ses sous-vêtements d'été, bien que je lui ai déjà rappelé de se changer. Et puis il y avait les poules. Quoi qu'il en soit, j'avais franchi le Rubicon et il n'y avait plus rien à faire. À ma grande surprise, Barberousse avait perçu l'anxiété dans laquelle je me trouvais. « Ne vous inquiétez pas pour le sage, » me dit-il gentiment. « Un homme qui touche des royalties ne risque pas de crever de faim. Sur la tombe de John Murray, ses éditeurs ont les moyens de lui envoyer un cuisinier si nécessaire. Vous êtes en vacances, ne l'oubliez pas. » Grâce à ces encouragements, c'est l'esprit apaisé que je descendis la colline en direction de Greenbriar. Je pense être aussi hardi que la plupart des gens, mais je connais du monde à Greenbriar, et je dois avouer que j'appréhendais un peu l'idée d'être aperçu aux rênes de ma librairie ambulante, qui plus est en compagnie d'un bonimenteur littéraire. Me vint aussi à l'esprit que si Andrew essayait de nous retrouver, il valait mieux que je me fasse remarquer le moins possible. Ainsi,
Après en avoir fait part à M. Mufflin, je plongeai à l'intérieur de la roulotte et m'allongeai très confortablement sur la couchette. Bock le terrier me rejoignit, et je m'étendis là, dans un bien-être inédit du corps et de l'esprit, pendant que nous descendions la pente d'un pas tranquille. Le soleil brillait à travers la petite lucarne, dorant une casserole en fer blanc suspendue au-dessus de la cuisinière. Des portraits d'auteurs étaient accrochés ici et là, et je remarquai, épinglé, une coupure de journal défraîchi. La manchette était la suivante. Un colporteur littéraire donne des conférences sur la poésie. Je la lus en entier. Apparemment, le professeur, c'était ainsi que j'avais commencé à l'appeler, car la justesse de ce surnom m'était restée en mémoire, avait donné une conférence à Camden, dans le New Jersey, où il avait affirmé que Tennyson était un plus grand poète que Walt Whitman, et les partisans du poète de Camden avaient animé la soirée en lançant toutes sortes de projectiles sur le courageux orateur. Il semble que le principal disciple de Whitman à Camden soit M. Traubel, et que M. Mufflin ait mis le feu aux poudres en affirmant que Tennyson, lui, avait la chance de ne pas avoir de partisans à l'esprit troublé. Quelle créature insolite que le professeur, pensai-je, tandis que je restais confortablement allongé, bercé par le balancement des roues. Greenbriar est une petite ville isolée où s'éparpillent des rangées de petites maisons disséminées dans une vaste prairie. La stratégie de Mufflin quand il abordait une ville était d'arrêter la librairie ambulante devant le magasin ou l'hôtel le plus important et une fois qu'une petite foule s'était rassemblée, de relever les rabats du fourgon, de distribuer ses prospectus poétiques et de se lancer dans un sermon sur la valeur des bons livres. Caché dans la roulotte, je compris, d'après les bruits venant de l'extérieur, que c'était ce qui était en train de se passer. Alors que nous venions à peine de nous arrêter, je perçus un murmure croissant de voix et de rires, puis le cliquetis des pans latéraux qu'on relevait. J'entendis la voix stridente et à peine nasillarde de Mufflin faire des remarques facétieuses en distribuant ses prospectus. Bock était manifestement habitué à cette routine, car bien que sa queue remuât doucement lorsque le professeur commença à parler, il resta paisiblement assoupi à mes pieds. « Mes amis, lançait M. Mufflin, vous vous souvenez de la blague d'Abraham Lincoln à propos du chien ? Si vous appelez une queue une patte, disait Lincoln, combien de pattes a un chien ? 5, répondrez-vous. Non, répondait Abraham, parce qu'appeler une queue une patte ne fait pas d'elle une patte. Eh bien, nous sommes nombreux à être dans le même cas que la queue de ce chien. Le fait de nous appeler des hommes ne fait pas de nous des hommes. Aucune créature sur terre n'a le droit de se considérer comme un être humain, si elle ne connaît pas au moins un bon livre par cœur. Un homme qui passe toutes ses soirées à mâcher du tabac dans un bistrot n'est pas digne de la moindre attention de notre bienveillant Créateur. En revanche, un homme qui a quelques bons livres chez lui rend sa femme heureuse, donne à ses enfants un bon départ dans la vie et est susceptible d'être lui-même un meilleur citoyen. Qu'en dites-vous, pasteur ? J'entendis la voix grave du pasteur méthodiste, le révérend Ken. Vous avez tout à fait raison, professeur. Dites-nous en plus sur les livres. Je suis tout oui. Manifestement, M. Ken avait été attiré par la vue de la librairie ambulante, et je l'entendais marmonner en sortant 1 ou 2 livres des rayonnages. Quelle aurait été sa surprise s'il avait su que j'étais à l'intérieur de la roulotte. Je pris la précaution de faire glisser le verrou de la porte arrière et de tirer les rideaux. Puis je me faufilai de nouveau dans la couchette. Je me mis à imaginer la situation grotesque dans laquelle nous nous trouverions tous si Andrew arrivait sur les lieux. Vous êtes tous habitués aux bonimenteurs, aux colporteurs et aux types qui vous vendent toutes sortes de bric-à-brac, des balais aux bananes, dit la voix du professeur. Mais combien de fois est-on venu ici pour vendre des livres ? Vous avez votre bibliothèque municipale, j'en conviens, mais il y a des livres qu'on doit posséder. Je les ai tous ici, des bibles aux livres de cuisine. Ils parlent d'eux-mêmes. Chers amis,
Approchez des étagères et faites votre choix. » J'entendis le pasteur demander le prix d'un ouvrage, et je crois qu'il l'a acheté. Mais le bruissement des voix autour des flancs du fourgon était si apaisant que malgré l'intérêt que je portais à ce qui se passait, j'ai bien peur de m'être assoupie. Je devais être assez fatiguée, au point de ne pas sentir la roulotte repartir. Le professeur m'avoua qu'il avait regardé par la petite fenêtre depuis le siège du conducteur et qu'il m'avait vu dans un profond sommeil. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée en sursaut pour m'apercevoir que nous roulions tranquillement dans l'obscurité. Bock était toujours couché sur mes pieds, et j'entendais un léger cliquetis plutôt mélodieux, provenant du seau situé sous le fourgon, qui heurtait quelque chose de temps à autre. Le professeur était assis à l'avant, une lanterne allumée suspendue au sommet du toit de la roulotte. Il se fredonnait à lui-même une chanson saugrenue, avec un refrain bizarre et monotone. Un jour j'ai fait naufrage au large, non loin de ce beau rivage. Ainsi ai-je décidé d'errer dans ce pays à explorer. Clip, clap, clip, clap, clip, la marée. Clip, clap, clip, clap, clip, jusqu'au soir. Ainsi ai-je décidé d'errer dans tout ce pays pour le voir. En sautant de la couchette, je me cognai les tibias contre quelque chose, ce qui me fit pousser un hurlement de douleur. Le professeur immobilisa la roulotte et fit coulisser la vitre qui se trouvait derrière le siège du conducteur. « Ciel !» m'écriai-je, « s'il existe un dieu des horloges, qu'il veuille bien m'indiquer l'heure qu'il est. » « Pas loin de l'heure du dîner, je crois. Vous avez dû vous endormir pendant que je soutirais de l'argent aux Philistins. Je vous ai fait gagner presque 3 $. Arrêtons-nous le long de la route et mangeons un morceau. » Il guida Pégase vers le bas-côté de la route, puis me montra comment allumer la lampe oscillante suspendue sous la lucarne. « Inutile d'allumer le poêle par une belle soirée comme celle-ci, dit-il. Je vais ramasser du bois et nous cuisinerons en plein air. Je vous laisse déballer votre panier de victuailles pendant que je fais du feu. » Il détela Pégase, l'attacha à un arbre et lui fixa une musette d'avoine. Puis il alla chercher quelques brindilles et alluma un feu en un tournement. En à peine 5 minutes, nous avions du bacon et des œufs brouillés qui grésillaient dans une poêle à frire, sans compter le thé qu'il prépara après avoir sorti un seau d'eau de la glacière située sous la couchette. Je n'ai jamais autant apprécié un pique-nique. C'était une soirée d'automne parfaite, sans vent, mais l'air était vif, avec un ciel d'un noir immaculé et un croissant de lune aussi fin qu'une rognure d'ongle. Nous dégustâmes nos œufs et notre bacon, arrosés de thé et de lait concentré, avant de conclure avec du pain et de la confiture. Nous étions assis de part et d'autre d'un petit feu douillet aux flammes bleuâtres, pendant que Bock récurait la poêle et mangeait les croûtes. « C'est vous qui avez fait ce pain, mademoiselle McGill ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je. L'autre jour, je calculais que j'avais cuit plus de 400 miches de pain par an au cours des 15 dernières années. Cela représente plus de 6000 miches de pain. Ils pourront graver ça sur ma tombe. » L'art de faire du pain est un prodige aussi mystérieux que l'art de composer des sonnets, déclara Barberousse. Quant à vos gâteaux secs, ils pourraient être comparés à des poèmes à la forme plus courte, des triolets peut-être. Cela vous fait une sacrée anthologie, ou même une doxologie si vous préférez. La levure fait lever la pâte comme la littérature élève l'esprit, dis-je, surprise par ma propre inspiration. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas sorti une remarque aussi subtile à Andrew. « Je vois que vous ne manquez pas d'esprit, dit-il. »« Ah oui, c'est le cas de toutes les gouvernantes. »« Où et qui avez-vous gouverné ?»« À New York, la famille d'un riche courtier en valeurs mobilières. Il y avait 3 enfants. Je les emmenais se promener à Central Park. »« Êtes-vous déjà allé à Brooklyn ?» demanda-t-il brusquement. « Jamais, répondis-je. »« Ah, dit-il, c'est tout le problème. New York, c'est Babylone. Brooklyn est la véritable ville sainte. New York est la ville du désir, du labeur et de l'agitation. Brooklyn est la capitale des maisons familiales et du bonheur. C'est fou quand on y pense.
Les New-Yorkais, pauvres et tourmentés, ont la prétention de regarder de haut Brooklyn, plus basse et plus casanière, alors qu'en fait, c'est le joyau précieux auquel leur âme aspire à leur insu. Broadway, pensez à la symbolique de ce nom. Broadway est la voie qui mène à la destruction. Mais à Brooklyn, les voies sont plus étroites et mènent à la cité céleste. À Central Park, on est au centre de tout, cerné par des murs d'orgueil. Et pourtant, Prospect Park lui est tellement préférable, dévoilant une jolie vue sur les collines de l'humilité. Il n'y a pas d'espoir pour les New-Yorkais, qui se glorifient de leurs péchés du haut de leur gratte-ciel, alors qu'à Brooklyn, on côtoie la sagesse des humbles. Donc, d'après vous, si j'avais été gouvernante à Brooklyn, j'aurais été si comblée que je n'aurais jamais suivi Andrew, ni compilé mon anthologie des 6000 miches de pain et autres ouvrages moins poétiques. Toujours exalté, le professeur s'élevait déjà vers d'autres altitudes et ne se laissa pas ralentir par ma question. Bien sûr, Brooklyn est un endroit miteux, c'est vrai, admit-il, mais pour moi, il symbolise un état d'esprit, alors que New York n'est qu'un état de lucre. Vous voyez, j'étais un enfant quand j'habitais Brooklyn. J'en garde toujours des nuages de gloire. Quand j'y retournerai et que je commencerai à écrire mon livre, je serai aussi heureux que Nabucodonosor lorsque son exil prit fin et qu'il retrouva la douceur de son foyer. Je vais l'intituler « La littérature chez les fermiers ». Non, c'est un mauvais titre. J'aimerais vous lire quelques passages. Je crains d'avoir mal dissimulé un bâillement. En fait, j'étais fatiguée et il commençait à faire froid. Avant ça, dites-moi, où nous trouvons-nous et quelle heure est-il ? Il sortit une montre à gousset. Il est 9 heures, dit-il, et à mon avis, nous sommes à un peu plus de 3 kilomètres de Shelby. Nous ferions peut-être mieux de nous mettre en route. À Green-Briar, on m'a dit que l'hôtel Grand Central est une bonne adresse si l'on veut passer la nuit à Shelby. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas pressée de m'y rendre. Ce nom rappelle tellement ces fichus hôtels new-yorkais. Il remballa les ustensiles de cuisine, attela un nouveau peg et attacha Bock à l'arrière de la roulotte. Puis il insista pour me donner les 2,80 $ qu'il avait encaissés à Green-Briar. J'avais trop sommeil pour protester. Et de toute façon, ce gain était le mien. Nous partîmes en grinçant des roues sur la route sombre et silencieuse qui sinuait entre les pins. J'ai le vague souvenir qu'il se lança avec verve dans un beau discours sur son chemin de pèlerin, au gré de ses rencontres avec les fermiers d'une 12aine d'États. Mais pour être tout à fait honnête, je m'endormis sur le coin de la banquette. Je me réveillai lorsque nous nous arrêtâmes devant l'unique hôtel de Shelby, une espèce d'auberge, de campagne simple et sans prétention, qui cadrait mal avec son nom prétentieux. Je la laissai garer la carriole et installer les animaux pour la nuit, et partis me réserver une chambre. Juste au moment où le réceptionniste me tendait la clé, il franchit la porte de l'hôtel. « Eh bien, monsieur Mifflin, lui demandai-je, est-ce que je vous verrai demain matin ?» J'avais l'intention de pousser jusqu'à Port-Vigor ce soir, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est à plus de 12 kilomètres. Peut-être vaut-il mieux que je bivouaque ici. Pour l'heure, je vais aller dans le fumoir leur faire découvrir quelques bons livres. Nous nous dirons au revoir demain. Ma chambre était agréable et propre, enfin à peu près. Je déballai ma valise et je pris un bain chaud. Au moment de m'endormir, j'entendis une voix stridente qui pérorait à l'étage du bas, ponctuée de rires masculins. Le missionnaire convertissait de nouvelles ouailles. Chapitre 6. Le lendemain matin, je me réveillai un peu confuse. Avec son tapis artisanal rouge et bleu et son pot en porcelaine verte, la chambre me parut tout à fait étrange et dépouillée. J'entendis dans le couloir le carillon d'une horloge. Ciel, pensai-je, j'ai dormi près de 2 heures de trop. Qu'est-ce qu'Andrew va bien pouvoir se bricoler pour le petit déjeuner ? Et alors que je me précipitais pour fermer la fenêtre, je vis la roulotte bleue, avec ses lettres rouges saisissantes, garées dans la cour. Tout me revint à l'esprit.
Puis, jetant un coup d'œil discret derrière le store de la fenêtre, je vis le professeur, un pot de peinture dans une main, en train d'effacer de l'autre son propre nom sur le pan de la roulotte, avec l'intention évidente de le remplacer par le mien. Je n'y avais pas pensé, mais autant en profiter. Je m'habillai rapidement, remballai ma valise et descendis en vitesse pour le petit déjeuner. La longue table était presque vide. Mes deux hommes assis à l'autre bout me regardaient curieusement. Par la fenêtre, je pouvais voir mon nom en grosses lettres rouges s'étaler progressivement sur le flanc de la carriole, tandis que le professeur maniait son pinceau avec zèle. Lorsque j'eus fini mon café, mes haricots et mon bacon, je remarquai, amusé, que le professeur avait effacé la ligne où figurait Shakespeare, Charles Lamb, etc. Il l'avait remplacé par un nouveau texte. L'enseigne se lisait désormais « Librairie ambulante de H. McGill, bons livres à vendre, spécialiste en livres de cuisine, renseignements à l'intérieur. » De toute évidence, il ne se fiait pas à ma connaissance des classiques. Je payai ma facture à la réception et je pris soin de régler aussi les frais d'hébergement du cheval et de la roulotte pour la nuit. Je me rendis ensuite dans la cour de l'écurie, où je trouvai M. Myflin en train de contempler son œuvre avec satisfaction. Il avait rafraîchi toutes les lettres rouges qui brillaient dans la lumière du soleil matinal. « Bonjour, dis-je. » Il me rendit mon salut. « Voilà, s'écria-t-il, la librairie ambulante est désormais vraiment la vôtre. Le monde entier est à vos pieds. Et j'ai encore de l'argent à vous remettre. J'ai vendu des livres hier soir. J'ai persuadé l'hôtelier d'acheter plusieurs volumes de O. Henry pour l'étagère de son fumoir. Et j'ai vendu le livre de cuisine de Waldorf à la cuisinière. Mon Dieu, n'avez-vous pas trouvé son café imbuvable? J'espère que le livre de cuisine contribuera à l'améliorer. » Il me tendit 2 billets flasques et une poignée de petites monnaies. Je les pris solennellement et les mis dans mon porte-monnaie. Plus de $10 en moins de 24 heures. C'était vraiment pas mal. « Cette librairie ambulante semble être une mine d'or, lui dis-je. De quel côté pensez-vous aller? Demanda-t-il. Eh bien, comme je sais que vous voulez vous rendre à Port-Vigor, je pourrais tout aussi bien vous déposer de ce côté-là, répondis-je. Parfait. J'espérais que vous répondriez ainsi. On m'a dit que la diligence pour Port-Vigor ne partait pas avant midi, et je pense que je ne supporterai pas de traîner ici toute la matinée sans avoir de livres à vendre. Une fois dans le train, tout ira bien. Bock était attaché dans un coin de la cour, non loin de la porte latérale de l'hôtel. J'allais le libérer pendant que le professeur passait le harnais à Peg. Tandis que je me penchais pour détacher la chaîne de son collier, j'entendis quelqu'un parler au téléphone. Le hall de l'hôtel se trouvait juste au-dessus de ma tête, et la fenêtre était ouverte. « Qu'est-ce que vous dites ?»« McGill !»« Oui, monsieur, elle a réservé une chambre ici même hier soir. Elle est d'ailleurs toujours ici. » Je n'attendis pas d'en savoir plus. Détachant Bock, je m'empressai de prévenir Myflin. Ses yeux pétillaient. « À l'évidence, le sage a reniflé notre trace, s'esclaffa-t-il. Eh bien, partons. Je ne vois pas ce qu'il pourrait nous faire, même s'il nous rattrape. » Le réceptionniste s'adressa à moi par la fenêtre. « Mademoiselle McGill, votre frère est en ligne et demande à vous parler. »« Dites-lui que je suis occupée, » rétorquai-je en grimpant sur le siège. Ce n'était pas une réponse diplomatique, j'en conviens, mais j'étais trop grisée par l'air vif matinal et l'esprit d'aventure pour prendre le temps de réfléchir à une meilleure réplique. Myflin fit claquer les rênes de Peg et nous partîmes. La route de Shelby à Port-Vigor parcourt les larges pentes des collines qui s'étirent vers l'embouchure du fleuve. En contrebas, sur notre gauche, les flots scintillaient dans la vallée. Le paysage était parfait. Les bois nous offraient des reflets de bronze et d'or. Les nuages, d'un blanc neigeux, ressemblaient à du linge céleste suspendu à l'air. Le soleil ardent nageait glorieusement dans une voûte d'un bleu ravissant.
Tout mon être exultait. Pour la première fois, je crois que je comprenais ce que ressentait Andrew lors de ses virées vagabondes. Pourquoi m'avait-on caché tout cela auparavant ? Pourquoi le mystère transcendant de la cuisson du pain avait-il occulté si longtemps le mystère du soleil, du ciel et du vent dans les arbres ? Nous passâmes devant une ferme blanche proche de la route. Près de la porte, le fermier était assis sur une bûche, taillant un bâton et fumant sa pipe. Par la fenêtre de la cuisine, je vis une femme en train d'astiquer le poêle. J'eus envie de crier. « Oh, espèce d'idiote, abandonne ton fourneau, tes casseroles et tes corvées, même si ce n'est que pour une journée. Sors te dorer au soleil et laisse-toi bercer par le fleuve au loin. » Le fermier regarda la librairie ambulante d'un air absent pendant que nous passions, et c'est alors que je me souvins de ma mission de diffuseuse de littérature. Assis à côté de moi, un pied sur sa valise en cuir bedonnante, Mifflin regardait les cimes des arbres se balancer dans la fraîcheur du vent. Il semblait happé par une muse matinale. Je tirai sur les rênes et accostai le fermier. « Bonjour, mon ami. »« Bien le bonjour à vous, madame, » dit-il avec fermeté. « Je vends des livres, dis-je. Je me demandais si vous n'aviez pas besoin de quelque chose. »« Merci, madame, » répondit-il. « J'ai acheté un paquet de livres l'an passé, et je crois pas que je les lirai jamais de ce côté-ci du Jourdain. Toute une série de prières funéraires qu'un bonimenteur m'a refilées à $1 par mois. À mon avis, j'aurais pas de problème à me faire embaucher comme pleureuse professionnelle pour n'importe quelle cérémonie autour d'un lit de mort. Vous avez besoin de livres pour apprendre à vivre, pas à mourir, dis-je. Et votre femme n'apprécierait-elle pas un bon livre? Que diriez-vous de quelques contes de fées pour les enfants? Dieu me bénisse, dit-il, j'ai pas de moitié, jamais été un homme audacieux, et je m'en vais réduire mes plaisirs mélancoliques à ces orateurs mortels pendant encore longtemps. Eh bien, attendez une minute, m'exclamai-je, j'ai exactement ce qu'il vous faut. J'avais observé les étagères avec attention, et je me rappelais avoir vu un exemplaire des rêveries d'un célibataire. Je descendis, soulevai le rabat de la roulotte. Cela me procura un sacré frisson de le faire moi-même pour la toute première fois, et dénichai le livre. Je regardai à l'intérieur de la couverture et vis les lettres NM calligraphiées de la main soignée de Mifflin. « Voilà, lui dis-je, je vous le vends pour 30 cents. »« Merci pour le geste, madame, » me répondit-il avec courtoisie, « mais honnêtement, je saurais pas quoi faire avec. Je me tape un rapport gouvernemental sur les tavelures et les moisissures. J'y saupoudre un peu de ces discours mortels, et honnêtement, c'est à peu près tout ce que je peux avaler. Ça et la Gazette de Port-Vigor. » Je compris qu'il le pensait vraiment. Alors je suis remontée sur le siège. J'aurais aimé parler à la femme dans la cuisine qui regardait par la fenêtre avec étonnement. Mais je décidai qu'il valait mieux filer et ne pas perdre de temps. Le fermier et moi échangeâmes des saluts amicaux et la librairie ambulante poursuivit sa route. La matinée était si belle que je ne me sentais pas d'humeur bavarde, et comme le professeur semblait pensif, je ne dis rien. Mais alors que Peg gravissait lentement une pente douce, il sortit soudain un livre de sa poche et se mit à lire à voix haute. Je regardais le fleuve et sans me retourner, je me mis à écouter attentivement. Les nuages roulent, les vents volent, le soleil tourne, le tabernacle bleu du ciel, le cycle des saisons, la multitude scintillante des étoiles, le tout fait assurément partie d'un ensemble rythmique et mystique. Partout, en vaquant à nos petites affaires, nous devons discerner les empreintes d'un plan plus grand que nous, la routine ordonnée et inexorable sans commencement ni fin, où la mort n'est rien d'autre que l'annonce d'une autre naissance, et la naissance la préface certaine d'une autre mort. Nous, les êtres humains, sommes aussi impuissants à concevoir le mobile ou la morale du tout que le chien est impuissant à comprendre le raisonnement dans l'esprit de son maître. Il voit les actes de son maître, bienveillants ou malveillants, et remue la queue, mais ces actes lui sont toujours impénétrables. Il en va de même pour nous. C'est pourquoi, mes frères, prenons la route le cœur léger, louons le bronze des feuilles et le fracas du ressac tant que nous avons les yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Un émerveillement sincère devant les beautés indicibles du monde est une posture avenante pour l'érudit. Soyons tous des érudits sous l'œil de mère nature. « Qu'est-ce que vous en dites » s'enquit-il. « Un peu lourd, mais c'est très bon, répondis-je, d'autant plus qu'il n'y a rien là-dedans sur le mystère transcendant de la cuisson du pain. » Il eut l'air perplexe. « Savez-vous qui a écrit ces lignes ?» Je fournis un vaillant effort pour déterrer mes souvenirs de gouvernante en matière de littérature. « J'abandonne, dis-je à mi-voix. Serait-ce Carlyle ? C'est tiré d'une œuvre d'Andrew McGill, déclara-t-il, un de ces passages cosmiques que l'on trouve maintenant dans les manuels scolaires. Ce salaud écrit bien. » Je commençais à me sentir mal à l'aise, craignant qu'il ne m'impose un catéchisme littéraire. Aussi je ne dis rien et incitai Pégase à allonger l'amble. À dire vrai, j'étais plus curieuse d'entendre le professeur me parler de son propre livre que de celui d'Andrew. Je me suis toujours abstenue avec soin de lire les ouvrages d'Andrew, car je les trouve plutôt ennuyeux. Quant à moi, dit le professeur, je n'ai aucune aisance à écrire dans un style littéraire. J'ai toujours été freinée dans mon élan par le sentiment qu'il valait mieux lire un bon livre que d'en écrire un mauvais. Et je me suis avalé tant de lectures et de styles différents que mon esprit est plein d'échos des voix des meilleurs prosateurs. Mais mon livre me préoccupe désormais. Il mérite vraiment d'être écrit, car il a un message qui lui est propre. Il contemplait, presque avec nostalgie, la vallée ensoleillée. Je parvins à saisir au loin comme une lueur émanant de la baie. La casquette en tweed délavée du professeur s'affaissait sur une de ses oreilles, et sa petite barbe broussailleuse rougeoyait au soleil. J'observais un silence bienveillant. Il semblait comblé d'avoir quelqu'un à qui parler de ce livre qui lui tenait à cœur. « Le monde regorge de grands critiques littéraires, déclara-t-il, mais ce sont tous des égoïstes et des aristocrates. Addison, Lamb, Hazlitt, Emerson, Lowell, choisissez celui que vous voulez. Ils conçoivent tous l'amour des livres comme un mystère aussi rare que parfait, accessible à la fine fleur, réservé à l'étude isolée où ils peuvent s'asseoir seuls, tard dans la soirée avec une bougie, un cigare, un verre de Porto sur la table et un épagnol sur le tapis de cheminée. Mais dites-moi qui a déjà parcouru les chemins et les sentiers pour faire connaître la littérature au commun des mortels. Qui est déjà parvenu à la faire pénétrer dans leur cœur et dans leurs affaires, comme disait l'autre. Plus on s'enfonce dans la campagne, moins on trouve de livres, et plus ils sont mauvais. J'ai passé plusieurs années à sillonner cette citadelle dénuée d'ouvrages, et sur la tombe de Ben Ezra, je crois n'avoir jamais trouvé dans une ferme un très bon livre, à l'exception de la Bible, à moins que je ne l'y ai déposé moi-même. Les mandarins de la culture, que font-ils pour apprendre à lire aux gens du peuple ? Il ne sert à rien de dresser des listes de livres pour les paysans et de les stocker sur des étagères d'1,50 m. Il faut aller voir les gens soi-même, leur rapporter les livres, parler aux enseignants, insister auprès des rédacteurs en chef des journaux de campagne et des magazines agricoles, raconter des histoires aux enfants. Et alors, petit à petit, on commence à faire circuler de bons livres dans les veines de la nation. C'est là une grande tâche, sachez-le bien. Vous apportez en quelque sorte le Saint Graal dans ces fermes coupées du monde. Et j'aimerais qu'il y ait 1000 librairies ambulantes à la place de celle-ci. Je n'aurais jamais abandonné si ce n'était pour mon livre, mais j'ai besoin de diffuser mes idées dans l'espoir de stimuler d'autres personnes. Pourtant, je crains que dans tout le pays, aucun éditeur n'accepte mon manuscrit. Soumettez-le à M. Decameron, ai-je dit. Il a toujours été très gentil avec Andrew. Pensez à ce que cela signifierait, s'écria-t-il en agitant une main éloquente, si un homme riche créait un fonds pour équiper une centaine de roulottes comme celle-ci, afin d'envoyer des missionnaires de la littérature à travers les districts ruraux. En outre, l'activité serait rentable une fois qu'elle aurait commencé. Ah, sur la tombe de Webster, un jour je me suis rendue à une réunion de libraires dans un hôtel de New York, et je leur ai parlé de mon projet. Ils se sont moqués de moi. Qu'importe,
J'ai éprouvé plus de plaisir à trimballer des livres dans cette roulotte que je n'en aurais eu en 50 ans à bosser dans une librairie, à enseigner dans une école ou à prêcher dans une église. La vie est si savoureuse quand on avance comme ça, en grinçant le long de la route. Il suffit comme aujourd'hui de contempler le soleil, l'air et les nuages argentés. Mais je n'affectionne rien tant que les jours de pluie. Quand il pleuvait, je me garais le long de la route. Je jetais une couverture imperméable sur Peg et Boc et moi nous pelotonnions dans la couchette pour fumer et lire. Je lisais à haute voix à Boc. Nous avons parcouru Monsieur le Midshipman aisé, ensemble, et pas mal de volumes de Shakespeare. C'est un chien versé dans la littérature. Lui et moi avons vécu les expériences les plus insolites dans cette roulotte. La route vallonnée de Shelby à Port-Vigor est solitaire, car la plupart des fermes se trouvent dans la vallée. Si j'avais su, nous aurions peut-être pris un autre chemin, plus habité bien que plus long. Mais en fait, je me réjouissais de profiter de l'horizon à perte de vue et de cette route peu fréquentée qui s'étendait dans toute sa blancheur sous le soleil. Nous trottinâmes très agréablement. Une fois de plus, nous nous arrêtâmes dans une maison où Mufflin fit tout pour avoir l'occasion d'exercer son art. J'étais amusée de le voir réussir à vendre un exemplaire des Contes de Grimm à une vieille demoiselle, sous prétexte qu'elle trouverait plaisir à en lire les histoires à ses neveux et nièces qui venaient lui rendre visite. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en me donnant la pièce miteuse qu'il lui avait extraite. « Il n'y a rien dans ce livre qui soit aussi sinistre qu'elle. » Un peu plus loin, nous nous arrêtâmes près d'une source au bord de la route pour donner à boire à Peg, et je proposai à Mufflin de déjeuner. J'avais acheté du pain et du fromage à Shelby, et en ajoutant de la confiture, nous nous fîmes d'excellents sandwichs. Alors que nous roulions tranquillement, une diligence nous dépassa en direction de Port-Vigor, puis elle s'arrêta un peu plus loin sur la route avant de repartir. Je vis une silhouette familière se diriger vers nous. « Cette fois-ci, mon compte est bon, dis-je au professeur. Voici Andrew. » Chapitre 7. Très belle écoute à tous. Andrew est aussi mince que je suis corpulente, et ses vêtements pendent sur lui de la manière la plus comique qui soit. Il est si grand qu'il s'en mêle les pinceaux en marchant. Il porte une barbe hirsute, un large chapeau de la marque Stetson, et souffre étonnamment en automne du rhume des foins. D'après moi, son essai « Le rhume des foins » est la meilleure chose qu'il ait jamais écrite. Alors qu'il remontait la route à grandes enjambées, je remarquai son pantalon flotter sur ses chevilles sous l'effet du vent. La brise plaquait sa barbe sous son menton et son visage était noir de colère. Je ne pus réprimer un rire nerveux, il avait l'air si cocasse. « Le sage ressemble à Bernard Shaw », chuchota Mufflin. J'ai toujours pensé que l'attaque était la meilleure défense. « Bonjour, Andrew, lui dis-je pleine d'entrain. Envie d'acheter des livres ?» J'arrêtai Pégase. Andrew se planta face à la roue avant. Il était essoufflé et surtout hors de lui. « Hélène, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu m'as mené en bateau depuis hier. Et qui est ce type avec qui tu circules ?» Un peu de tenue, Andrew. Laisse-moi te présenter Monsieur Mufflin. J'ai acheté sa roulotte et je prends des vacances tout en vendant des livres. Monsieur Mufflin est en route pour Port-Vigor, où il prendra le train pour Brooklyn. Andrew fixa le professeur sans dire un mot. Je voyais à la flamme de ses yeux bleu clair qu'il était enragé, et je craignais que les choses n'empirent avant de s'améliorer. Andrew se met lentement en colère, mais c'est une personne très difficile à gérer lorsqu'il s'excite, et j'avais déjà pu me faire une idée du tempérament du professeur. De plus, je craignais que certaines de mes remarques ne l'aient quelque peu remonté à l'endroit d'Andrew, en tant que frère en tout cas, n'obstant le goût qu'il avait pour son excellente prose. Mufflin prit ensuite la parole. Il avait enlevé sa drôle de petite casquette et son crâne nu brillait comme un œuf. Je remarquai de minuscules gouttes formant une sorte de ronde sorcière au sommet de sa tête. « Mon cher monsieur,
dit Mufflin. La situation peut sembler quelque peu inhabituelle, mais les faits sont simples à narrer. Votre sœur a acheté cette roulotte ainsi que son contenu, et je lui transmets mes théories sur la diffusion des bons livres. Quant à vous, en tant qu'homme de lettres, Andrew ne prêtait aucune attention au professeur, et je vis une rougeur envahir la joue pâle de Mufflin. « Écoute, Hélène, dit Andrew, crois-tu que j'ai l'intention de laisser ma sœur faire le tour de l'État avec un vagabond ambulant ? Ma parole, à ton âge, et avec ce que tu pèses, tu pourrais tout de même faire preuve d'un minimum de bon sens. Hier, de retour à la maison, j'ai trouvé ta lettre ridicule. Je suis allée voir Madame Collins, mais elle ne savait rien. Je me suis ensuite rendue chez Mason, et je l'ai trouvée en train de se demander qui avait trafiqué son téléphone. Je suppose que c'est vous qui l'avez fait. Il avait vu votre wagon de marchandises et m'a mis sur les rails. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé voir un jour une femme de 40 ans enlevée par un gitan. Mufflin s'apprêtait à prendre la parole, mais je lui fis signe de battre en retraite. « Un moment, Andrew, dis-je, tu parles plus vite que tu ne réfléchis. Une femme de 40 ans, ce qui en passant est une exagération, qui a compilé une anthologie de 6000 miches de pain et te l'a dédiée mérite un minimum de courtoisie. Quand tu décides de partir pour une tournée vagabonde ou toute autre virée, tu n'hésites pas à le faire. Tu attends de moi que je reste cloîtrée à la maison et joue à la Lady Églantine dans la basse-cour. Sur la tombe de Suzanne B. Anthony, c'est hors de question. Ce sont mes premières vraies vacances en 15 ans et j'ai bien l'intention d'en profiter. » La bouche d'Andrew s'ouvrit, mais je brandis mon poing de manière si convaincante qu'il la referma. J'ai acheté cette librairie ambulante à M. Mufflin, en connaissance de cause et en toute légalité, pour $400. C'est le prix d'environ 1300 cents douzaine d'œufs. J'avais calculé tout ça dans ma tête pendant que Mufflin me parlait de son livre. L'argent est à moi et je vais l'utiliser comme bon me semble. Maintenant, monsieur Andrew McGill, si vous voulez acheter des livres, je suis à votre disposition. Dans le cas contraire, je reprends la route. Je serai de retour la prochaine fois que vous me verrez. Je lui tendis un prospectus de Mufflin, qui se trouvait dans une poche latérale de la roulotte, et je repris les rênes. J'étais vraiment en colère, car Andrew avait été à la fois déraisonnable et insolent. Andrew jeta un coup d'œil distrait au prospectus et le déchira en deux. Il regarda le flanc de la roulotte, où le nouveau lettrage rouge était encore tout frais. « Ma parole, dit-il, tu es devenue folle. » Il fut pris d'une violente crise d'éternuement, un accès tardif de rhume des foins, je suppose, car il y avait encore de la verge d'or dans les prés. Il toussa et éternua furieusement, ce qui le rendit plus fou que jamais. Enfin, il se tourna vers Mufflin, qui était assis, le crâne dégarni, le visage rouge et les yeux brillants. Andrew le toisa des pieds à la tête. Sa veste de chasse en piteux état, son carnet de notes volumineux dans la poche, sa valise en cuir bourrée sous le pied, et même l'exemplaire du Bonheur et dans le foin, qui était tombé au sol et y gisait, page au vent. « Dites donc, vous, écoutez-moi bien. J'ignore par quels stratagèmes infernaux vous avez réussi à enjôler ma sœur, au point de la faire vagabonder dans le chariot d'un bonimenteur. Mais si jamais j'apprends que vous l'avez dépouillée de son argent, j'utiliserai toutes les voies de droit contre vous. » Je tentais de placer un mot, mais les choses étaient déjà allées trop loin. Le professeur était désormais aussi furieux qu'Andrew. « Sur la tombe des Pierre Splouman, dit-il, je m'attendais à rencontrer un homme de lettres et l'auteur de ce livre. » Il ramassa et brandit le Bonheur et dans le foin. « Mais je vois que je me suis trompé. Monsieur, un homme qui insulte sa sœur devant un étranger, comme vous venez de le faire, est un mufle et un goujat. » Il jeta le livre par-dessus bord, et avant que je puisse dire un mot, il avait déjà sauté du siège et fait le tour du fourgon. « Écoutez bien, monsieur, dit-il avec sa petite barbe rousse hérissée. « Votre sœur est majeure et agit de son plein gré. Sur la tombe de Saint Jean-Baptiste,
Je ne vois pas comment on pourrait lui reprocher de vouloir prendre des vacances si vous la traitez de cette façon. Elle n'est rien pour moi, monsieur, et je ne suis rien pour elle. Mais je propose d'être votre professeur. Levez les poings et je m'en vais vous apprendre une chose ou deux. C'en était trop pour moi. Je crois que j'ai crié à haute voix et que j'ai entrepris de descendre de la roulotte. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, les deux excités avaient commencé à s'envoyer des coups de poing. Andrew s'élança sauvagement sur Mufflin, qui le frappa au menton. Le chapeau d'Andrew tomba à terre. Peg demeurait tout ce qu'il y a de plus placide, tandis que Buck s'apprêtait à saisir la jambe d'Andrew, mais j'ai sauté et je l'ai empoigné. Le spectacle était pour le moins étrange. J'aurais peut-être dû me tordre les mains et devenir hystérique. En fait, j'étais presque amusée, tellement tout cela était stupide. Dieu merci, la route était déserte. Andrew faisait une tête de plus que le professeur, mais il était maladroit, mal bâti et peu musclé, tandis que le petit Barberousse était aussi agile qu'un chat. En outre, Andrew était si furieux qu'il ne se contrôlait plus, tandis que Mufflin était mû par ce type de colère froide qui l'emporte toujours. Andrew asséna quelques coups un peu gauches sur la poitrine et les épaules de son adversaire, mais en moins de 30 secondes, il reçut un deuxième coup de poing sur le menton, suivi d'un autre sur le nez qui le fit basculer en arrière. Andrew était assis sur la route, cherchant un mouchoir, et Mufflin le foudroyait du regard, mais il avait l'air mal à l'aise. Ni l'un ni l'autre ne prononça un mot. Buck m'échappa et se mit à virevolter et à sauter de joie aux pieds de Mufflin, comme s'il s'agissait d'un jeu. C'était une scène extraordinaire. Andrew se leva et essuya son nez qui saignait. « Ma parole, dit-il, je pourrais presque vous respecter pour ce coup de poing. Mais parbleu, je vous traînerai devant les tribunaux pour l'enlèvement de ma sœur. Vous êtes un sacré pirate. » Mufflin resta silencieux. « Ne sois pas stupide, Andrew, dis-je. Tu ne comprends pas que j'ai envie d'une petite aventure à moi? Rentre à la ferme, prépare 6000 miches de pain. Je serai de retour quand tu auras fini. À votre âge, vous devriez tous les deux avoir honte. Je repars vendre des livres. Sur ce, me voilà qui grimpe sur le siège et qui donne l'ordre à Pégase de se mettre en marche, laissant Andrew, Mufflin et Buck en plan sur la route. J'étais on ne peut plus en colère contre ces deux hommes de s'être comportés comme des écoliers, en colère contre Andrew d'être si excessif, même si d'une certaine manière je l'admirais pour cela, en colère contre Mufflin d'avoir fait saigner le nez d'Andrew, même si d'une certaine manière j'appréciais l'esprit dans lequel il l'avait fait. J'étais en colère contre moi-même d'avoir été la cause de tous ces problèmes, et j'étais en colère contre cette librairie ambulante. S'il y avait eu une falaise à portée de main, j'aurais balancé cette vieille charrette dans le vide. Mais j'étais à présent dans le pétrin, et je n'avais d'autre choix que de continuer. Je gravis lentement une longue pente, puis j'aperçus Port-Vigor devant moi et les vastes étendues bleues le long de la côte. La librairie se mouvait en grinçant agréablement, et la douceur du soleil, conjuguée au souffle de l'air, m'apaisa. 2 ou 3 mouettes tournoyaient au-dessus des prés, et je commençais à sentir le goût du sel dans le vent. Comme toutes les femmes, je sentis mon humeur colérique se muer en une bouffée de tendresse excessive. Je me repris à estimer Mufflin et à chérir Andrew. Qu'il était bon d'avoir un frère si soucieux du bien-être et de la réputation de sa sœur. Et aussi, comme ce petit professeur chétif avait été vaillant. Quelle promptitude à s'indigner d'une insulte, et quelle hardiesse à la venger. Sa ridicule petite casquette en tweed était là, posée sur le siège, et je la soulevais presque sentimentalement. La doublure était effilochée et déchirée. Attachant les rênes à un crochet, je pris ma valise à l'arrière, en sortis un petit nécessaire de couture afin d'en raccommoder les accrocs pendant que Peg allait son petit bonhomme de chemin. Je pensais, non sans affection, à la vie pittoresque que M. Mufflin avait menée dans sa caravane de la culture. Je l'imaginais à Camden,
s'adressant à la foule des disciples de Whitman, et je me demandais comment l'affaire avait bien pu se terminer. Je l'imaginais aussi dans son Brooklyn bien-aimé, déambulant dans Prospect Park, tout en prêchant aux promeneurs son évangile des bons livres. Comme son amour militant de la littérature différait de l'assurance tranquille d'Andrew. Et pourtant, comme ils avaient de nombreux traits de personnalité en commun. Cela m'amusait de penser à Mifflin en train de lire à voix haute « Le bonheur est dans le foin » et d'en faire l'éloge, juste avant de se battre avec l'auteur et le faire saigner du nez. Je me souvins soudain que j'aurais dû faire quelques recommandations à Andrew concernant ses sous-vêtements d'hiver et lui rappeler de ne pas oublier de nourrir les poules. Décidément, les hommes sont de pauvres petites bêtes bien désarmées. Je finis de réparer la casquette dans la joie et la bonne humeur. À peine l'avais-je posée que j'entendis des pas rapides, et en me retournant, j'aperçus Mifflin marchant à grandes enjambées, avec son crâne chauve couvert de petites perles d'humidité. Buck trottait tranquillement sur ses talons. J'immobilisai Peg. « Alors, lui dis-je, qu'est-il arrivé à Andrew ?» Le professeur paraissait encore un peu honteux. « Le sage est quelqu'un de tenace, dit-il. Nous avons continué à argumenter, sans pouvoir nous entendre. À vrai dire, nous avons même failli en revenir aux mains. Mais un nouvel accès de rhume des foins l'a fait éternuer et son nez s'est remis à saigner. Il est convaincu que je suis un voyou. Il me l'a fait savoir dans une prose parfaite. Honnêtement, je l'admire beaucoup. Je crois qu'il a toujours l'intention de me poursuivre devant les tribunaux. Je lui ai donc donné mon adresse à Brooklyn au cas où il voudrait, pour de vrai, me faire un procès. Je pense que je lui ai fait plaisir en lui demandant de me dédicacer « Le bonheur est dans le foin ». Je venais de le récupérer dans le fossé. « Eh bien, dis-je, vous formez tous les deux une belle paire de cinglés. Vous devriez monter sur les planches. Vous seriez aussi bons que Weber et Fields. Est-ce qu'il vous a écrit une dédicace ?» Il sortit le livre de sa poche, y était griffonné au crayon. « J'ai versé du sang pour Monsieur Mifflin, Andrew McGill. »« Je relirai le livre avec un intérêt renouvelé, » déclara Mifflin. « Puis-je monter ?»« Bien sûr, » répondis-je, « Port-Vigor n'est plus très loin. » Il mit sa casquette, remarqua qu'elle s'ajustait différemment, l'enleva de nouveau, puis me regarda avec une gêne étrange. « Vous êtes bien bonne, mademoiselle McGill, » dit-il. « Où est passé Andrew ?» lui demandai-je. « Il se dirige vers Shelby à pied, » répondit Mifflin. « Il a une magnifique foulée. Il s'est soudain souvenu qu'il avait laissé des pommes de terre bouillir sur le feu hier après-midi. Il a dit qu'il devait rentrer s'en occuper. Il a aussi dit qu'il espérait que vous lui enverriez une carte postale de temps à autre. Vous savez, il me fait plus que jamais penser à Taureau. » « Eh bien, à moi, il me fait penser à une marmite brûlée, dis-je. Je crains de retrouver tous mes ustensiles de cuisine dans un piteux état lorsque je rentrerai à la maison. » Merci beaucoup et à bientôt pour la suite.